Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. La liste est longue des métiers en pénurie. Le thème des postes vacants occupe l'actualité depuis le début des années 2000 et pourtant, la liste s'allonge. Les solutions mises en place ne sont sans doute pas les bonnes. On en parle avec Bernard Conté, chercheur à l'IWEPS, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, vous êtes le co-auteur avec Claire Dujardin d'une nouvelle étude sur les métiers en pénurie. Alors pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un thème qui est d'une grande actualité aujourd'hui. Il y a des difficultés pour les entreprises à recruter, à trouver et à conserver leur main-d'œuvre. Et c'est aussi un thème qui est dans les cartons, dans l'actualité depuis de nombreuses années. En gros, depuis le tournant des années 2000, on a commencé à parler de bottleneck, de goulets d'étranglement, de pénurie de main-d'œuvre. À l'époque, on parlait de la stratégie de Lisbonne en Europe. C'était un phénomène assez généralisé. Et donc, le phénomène dure, et donc il est temps, on pensait, de s'interroger sur la question. Et pendant tout ce temps, des tentatives de solutions ont été mises en place, et pourtant, le problème de recrutement n'est toujours pas réglé. Alors, si on en croit en effet les différentes mesures de ces métiers critiques ou en pénurie, que nous qualifions plus généralement de métiers en tension, en effet, il y a des réponses, il y a des formations qui sont mises en place, il y a des campagnes d'information sur les métiers, mais si on en croit les listes qui sont publiées, en effet, le problème reste bien d'actualité. Il reste d'actualité et donc vous avez travaillé sur cette thématique en exploitant des données inédites qui n'avaient pas encore été l'objet d'études jusqu'à présent. Oui, en effet. Alors, nos données de référence, c'est le cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs. C'est une énorme base de données qui est constituée et qui vise à suivre l'ensemble des sortants de tout niveau d'enseignement pendant 10 ans. Donc, depuis le jeune qui décroche à 15 ans du secondaire jusqu'au plus brillant universitaire qui sort avec un doctorat de nos institutions de formation, eh bien, ce cadastre suit les parcours des individus, donc trimestriellement, sur une durée de 10 ans. On n'est pas encore arrivé aux 10 ans, mais donc l'objectif, c'est de suivre vraiment de long terme ces parcours. Alors, il y a 2 objectifs. Un, c'est de comprendre le parcours interne au système éducatif, le passage de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur, par exemple. Claire Dujardin et des collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont déjà travaillé sur ce sujet. Et puis l'autre objectif, c'est de suivre le post-éducatif, c'est-à-dire de voir quelle est la position socio-économique des individus tout au long de leur parcours après, donc c'est-à-dire dans l'entrée sur le marché du travail. Alors concrètement, sur base de ces données, vous avez voulu comparer l'évolution de 2 groupes d'élèves de l'enseignement qualifiant en région wallonne. Le premier groupe, ce sont des élèves qui suivent une formation orientée vers les métiers en pénurie, vers les fonctions critiques. Le deuxième groupe, ce sont des élèves qui suivent une formation orientée vers des métiers qui ne sont pas en pénurie. C'est ça. Donc en tout, on a 7652 très précisément élèves qui sont sortis en 2014 de l'enseignement et qui n'ont pas poursuivi dans l'enseignement supérieur ou qui ne sont pas partis à l'étranger. Donc vraiment les sortants d'une 6e ou 7e professionnelle qui se dirigent sur le marché du travail. Et dans ces 7600, on en a environ 2200 qui étaient spécifiquement préparés à exercer ces métiers en tension. Et quels sont ces métiers par exemple ? Alors, il y a une liste qui est très longue. À l'époque, on avait 64 options qui pouvaient être, qui correspondaient à ces fonctions. Donc, on a aide-ménager ou aide-ménagère, cuisinier, chauffagiste, mécanicien, électromécanicien, dessinateur de la construction, couvreur, boucher, boulanger. Donc, c'est vraiment un ensemble très large. Je dis 64 options qui préparaient à ces métiers en tension. On peut imaginer, a priori, que les élèves qui ont suivi une formation vers des métiers en pénurie ont bénéficié d'une insertion socio-professionnelle plus efficace que les autres.
Alors c'est ce qu'on voulait précisément analyser et aussi mesurer. Quel est l'atout de sortir avec une formation qui prépare vers ce type de métier? Est-ce que choisir tel métier plutôt que tel autre, donc tel métier qui est qualifié en pénurie, allait vraiment donner un atout et permettre de s'insérer très rapidement sur le marché du travail, c'était notre première hypothèse, de s'insérer durablement, donc d'avoir moins de trous d'air dans le parcours, de s'insérer avec de meilleures conditions de travail. La théorie économique nous dirait que s'il y a un manque de main-d'œuvre, il y aurait un ajustement notamment des salaires. Et enfin, pour les filles spécifiquement, en raison de cet atout pénurie entre guillemets, voire un moindre écart, une moindre discrimination, voire une situation d'égalité homme-femme dans ces métiers. Si on prend le cas des garçons, finalement, vous constatez que ce n'est pas le cas. Oui. Alors, en effet, on voit, alors pour ce segment bien précis du marché du travail, donc je répète, les sortants des 5e et 6e années d'enseignement technique ou professionnel, on ne parle pas ici d'informaticiens, d'ingénieurs, de médecins, voire même d'infirmières. On est sur ces formations plutôt accessibles. Là, en effet, on n'observe pas davantage particulier, ni pour les garçons ni pour les filles d'ailleurs, d'obtenir ce type de formation. On ne s'insère pas plus vite, il faut, pour les sortants de l'enseignement secondaire, il faut 1 an pour s'insérer dans l'emploi. Il n'y a pas d'écart, de distinction entre les sortants métiers en tension ou les autres. Et au contraire, pour les métiers en tension, on voit une insertion un peu plus fréquente dans les formes plus précaires de l'emploi, c'est-à-dire des emplois de courte durée, d'intérim ou à bas salaire, et en particulier pour les filles. Vous avez constaté beaucoup de propositions d'emploi d'intérimaires et peu de CDI finalement pour ces métiers critiques. Ah oui, donc si on regarde aujourd'hui, si je reprends la liste une liste de métiers en tension il y a 10 ans et que je regarde aujourd'hui la qualité des offres d'emploi, on voit une très grande proportion d'intérim dans ces offres d'emploi, ce qui peut-être rend ces métiers peu attractifs. Et la situation des femmes est plus compliquée même que celle des garçons. Il semble y avoir une discrimination sur ce marché précis. Oui, alors parmi les fonctions critiques de l'époque, on avait essentiellement des formations dans le domaine de la coiffure, de la vente, etc. Et là, dans ces métiers-là, on observe une insertion plus difficile avec de moins bonnes conditions de travail des filles par rapport aux autres formations de leurs collègues de cours. Voilà, donc il semble peut-être, d'après vous, qu'un effort pourrait être fait du côté des entreprises, finalement, pour attirer et fidéliser cette jeune main-d'œuvre. Oui, alors, précisément, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est que, bien sûr, on peut continuer à améliorer la qualité des formations, multiplier les stages, définir les formations en fonction des attentes des entreprises. Donc, travailler sur l'amont, quelque part, sur l'avant-marché du travail, mais si on ne questionne pas l'aval, si on ne questionne pas la qualité des emplois dans lesquels les jeunes sont destinés à aller s'insérer, eh bien, on risque d'avoir un jeu qui est peu efficace et qui peut même être coûteux. Finalement, ça revient à essayer d'ouvrir davantage les robinets pour remplir une passoire parce que les jeunes ne restent pas dans ces métiers. Et dans votre étude, vous mettez en avant une notion originale, celle d'employabilité. Alors expliquez-nous ce concept. Oui, alors c'est précisément le miroir de la notion d'employabilité qui, elle, est très connue, je pense, aujourd'hui et qui est largement mobilisée dans les discours politiques. L'employabilité, c'est un peu l'idée que les jeunes, les individus, les chômeurs comme les travailleurs doivent entretenir leurs compétences et se montrer performants, chercher du boulot, enfin bref, faire tout ce qu'il faut pour garantir une carrière stable, une carrière continue. Mais de l'autre côté, on peut questionner la capacité des entreprises à, quelque part, séduire, attirer et conserver la main-d'œuvre. Comment définir le poste de travail, quelles conditions de travail offrir et quelles conditions d'emploi offrir.
Mais revenons justement sur ce premier élément, le recrutement. Vous constatez que les annonces, les offres d'emploi sont parfois trop ambitieuses. Alors là, ça se fait de façon un peu empirique, mais c'est certain qu'on a observé, alors simplement à travers les offres diffusées, et toutes les offres circulent de façon différente, ne sont pas nécessairement sur le service public de l'emploi, mais ce qu'on voit pour certaines fonctions, on constate généralement une exigence, par exemple en termes d'ancienneté ou d'expérience professionnelle, de 3 ans, de 5 ans, et il est certain que les sortants de l'enseignement secondaire n'ont par définition pas 5 ans d'expérience à pouvoir valoriser pour pouvoir concourir, pour pouvoir postuler à ces emplois qui sont présentés comme disponibles. Et donc là, il y a un hiatus, et il faut peut-être réfléchir à ces conditions de recrutement. Est-ce qu'un jeune qui sort diplômé va face à une offre d'emploi où on demande 5 ans d'expérience pour un contrat à durée déterminée de 3 mois par exemple, se dire je vais quand même tenter d'essayer de valoriser mes quelques heures de stage que j'ai pu faire durant ma formation, ce serait évidemment difficile. Un autre point important, c'est la qualité du contrat finalement. Elle peut être améliorée avec moins d'intérim, moins de contrats à durée déterminée. Oui, précisément, c'est ça qui nous a vraiment étonnés. Si on reprend la liste de ces métiers en tension d'il y a 10 ans et qu'on regarde aujourd'hui dans les offres d'emploi qui sont accessibles, la proportion d'intérim, on voit vraiment, pour certaines fonctions, parfois jusqu'à 80% d'intérim dans les offres d'emploi. Donc là, il y a en effet un élément qui ne permet pas de retenir, de conserver la main-d'œuvre. Et donc, quand la main-d'œuvre ne reste pas, il y a un coût de recrutement pour l'entreprise, il y a un risque dans la continuité de la production du bien ou du service. Donc, le turnover a également un coût pour l'entreprise. D'où l'intérêt peut-être de mieux stabiliser, de mieux retenir la main-d'œuvre. Les coûts pour les entreprises, c'est aussi les rémunérations. Et là, vous constatez que les rémunérations ne sont parfois pas à la hauteur de l'enjeu. Alors, pour ce segment-là du marché du travail, on a très clairement des rémunérations qui sont très basses. On a une grande proportion de sortants qui se situent en dessous du salaire médian à 25 ans. Et c'est notamment très fort le cas pour les sortants des formations aux métiers en tension ou des autres. Alors, quand on regarde le premier emploi occupé, les niveaux de rémunération est très bas. Et le fait d'être formé à un métier en tension ne donne pas un avantage salarial. Il faut attendre 4 ans et demi pour observer un salaire médian journalier légèrement supérieur dans les sortants aux métiers en tension par rapport aux autres. Mais cet écart, je parle bien de salaire journalier, par jour, est de l'ordre de 10 € bruts, ce qui n'est évidemment pas grand-chose. On attend 4 ans et demi pour obtenir un tel avantage salarial. Alors concrètement, quels conseils vous pourriez donner à un entrepreneur confronté à des difficultés de recrutement dans ces fonctions critiques ? Alors, il n'y a certainement pas de recette magique, de solution toute faite. Je pense que l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser très sérieusement autour de ces enjeux. Je pense que les représentants des travailleurs, les représentants des employeurs, donc les interlocuteurs sociaux doivent se saisir de la question, y travailler, y réfléchir par secteur et par entreprise, y réfléchir concrètement sur les différentes opportunités d'emploi, mais comment les rendre attractives, comment définir le poste de travail, le contenu du travail, les exigences au recrutement, quels contrats proposer, quelles conditions de travail proposer. Oui, vous lancez aussi un appel effectivement aux acteurs publics qui jusqu'à présent continuent à mener des politiques plutôt portées vers la quantité de main-d'œuvre formée pour ces métiers en pénurie et pas sur la question de l'aval et de la situation en entreprise. Oui, donc vraiment je pense que c'est dans le dialogue entre tous les acteurs qu'on peut trouver, on peut esquisser des solutions à ce problème de tension sur certains métiers en Wallonie. Est-ce qu'on peut aussi s'interroger, vous le disiez tout à l'heure, sur la qualité des formations alors ?
Alors oui, mais donc quand on observe les sortants des métiers en tension, donc des formations aux métiers en tension d'une part et aux autres métiers d'autre part, on ne voit pas de différence, je lis, dans l'insertion, ce qui invalide l'hypothèse que les formations aux métiers en tension seraient de moins bonne qualité que d'autres formations du même niveau d'enseignement, puisque finalement on observe que l'ensemble des sortants se situe un petit peu sur la même ligne de départ et arrive ensemble sur la ligne d'arrivée. Donc il est dur on n'a pas une analyse causale, mais donc il est vraiment peu probable que on ait un écart, une différence de qualité entre différentes filières de formation. Je rajoute qu'on n'a pas d'effet de composition non plus entre les deux groupes, qui permettrait de dire que les élèves orientés vers ces métiers-là seraient les moins bons élèves, ou les enfants des familles les plus précaires, etc. Quand on contrôle le retard scolaire ou le revenu des ménages, on ne voit pas de distinction vraiment significative entre les deux groupes. Tout au plus, on pourrait considérer que les sortants des métiers, des formations aux métiers en pénurie sont légèrement avantagés, puisqu'il y a plus d'hommes et sur quelques déciles de revenus, ils sont un peu plus nombreux. Donc, c'est vraiment pas un effet de composition du groupe qui expliquerait une position défavorable des sortants aux formations aux métiers en tension. Très bien, merci beaucoup Bernard Conté pour cet échange. Merci à vous. Notre entretien se termine ici. Je signale aux auditeurs intéressés que votre étude est disponible sur le site internet de l'IWEPS. À bientôt. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.